Comment fonctionne notre cerveau, le plus complexe de nos organes, avec 200 milliards de cellules? On le connaît de mieux en mieux. Démonstration dans un instant avec le docteur Hervé Schneewes, l'invité du Grand Angle. Bonsoir. Bonsoir Hervé Schneewes. Bonsoir, merci de votre invitation. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes médecin, neurologue, neurobiologiste. Vous dirigez le laboratoire Neurosciences Sorbonne Université et vous publiez un livre passionnant, Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Alors avant de voir avec vous ce que l'on connaît aujourd'hui, ce qu'on connaît mieux aujourd'hui du cerveau humain, d'abord comment vous est venue cette passion pour les neurones, pour les synapses, pour les astrocytes? Écoutez, c'est toujours des rencontres avec des gens extraordinaires au cours de la formation d'études médicales et puis la découverte de ce qui nous fait penser, de ce qui nous met en relation avec le monde, de ce qui fait que nous sommes capables de dire « je ». Et donc, on commence et puis le virus prend. Et puis, quand on fait de la neurologie, il y a beaucoup de pathologies. C'est un tiers des dépenses de santé, les maladies du cerveau. Mais il y a très peu de traitements. Donc, il y a une obligation de recherche. Et quand on commence la recherche, voilà, alors, on est passionné. Commençons par le début. Si vous deviez décrire le cerveau en quelques mots. Je dirais que c'est un fabuleux organe, donc on est dans quelque chose de matériel, mais qui fonctionne selon 4 modes essentiels, et c'est ça que j'ai voulu faire partager. On est essentiellement dans un fonctionnement inconscient du cerveau, on est essentiellement dans un fonctionnement émotionnel du cerveau, on est essentiellement dans une anticipation de tout ce qui va se passer, et puis notre cerveau fonctionne en créant un monde humain autour de nous et en humanisant tout ce que nous faisons. Alors, il ne pèse pas très lourd, le cerveau, hein, ça pèse moins d'1,5 kg. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, mais comme il travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, eh bien, il consomme un quart de notre énergie quotidienne. Donc, pour 2% du corps, un quart de notre énergie quotidienne. Alors, je disais en ouverture, 200 milliards de cellules dans le cerveau. En tout cas, c'est le chiffre admis aujourd'hui. Mais non seulement 200 milliards, mais chacune de ces cellules est capable de faire 50 000 connexions avec d'autres cellules. Donc, une puissance de traitement de l'information qu'aucun ordinateur aujourd'hui n'est capable d'atteindre. On peut dire que tous les êtres humains ont plus ou moins le même cerveau, mais qu'on ne l'utilise pas de la même manière. C'est juste de dire ça? Oui, le schéma général du cerveau, il est très semblable entre tous les humains. Mais non seulement le développement du cerveau, donc certaines influences génétiques, mais les événements de la vie vont, à travers la plasticité, renforcer certains circuits, en diminuer certains autres, ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte, nous avons tous des cerveaux différents. D'accord. Mais donc c'est plus, je dirais, la vie de tous les jours, les expériences vécues que la génétique. Beaucoup de choses qui se mêlent. Il y a des recombinaisons génétiques au cours du développement qui se font un peu par hasard. 2 jumeaux monozygotes issus du même œuf, dès la naissance, n'auront pas le même cerveau parce que plusieurs milliers d'événements de petites modifications du génome des neurones seront arrivés. Et puis surtout, au cours de la vie, l'épigénèse, tout ce qui va nous arriver, va remodeler nos circuits, ce qui fait que plus nous avançons en âge et plus nous avons un cerveau particulier. Alors vous avez défini plus ou moins ce que c'était le cerveau. Est-ce que vous pourriez définir, question encore plus compliquée, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ah non, ça, malheureusement, les scientifiques ou les médecins étudient des maladies de l'intelligence, c'est-à-dire des défauts qui créent des troubles de notre façon de comprendre le monde ou d'agir sur le monde. Mais l'intelligence, elle est tellement multiple. De quoi parle-t-on? D'une multiplication, d'une capacité de retenir beaucoup de choses, d'une capacité de trier des informations. Le mot intelligence est beaucoup trop vaste pour pouvoir l'aborder sur un plan strictement scientifique. Je vais vous poser ma question autrement. Qu'est-ce qui fait que le cerveau de l'homme lui donne une intelligence supérieure aux primates, par exemple? Alors, très certainement, l'organisation. C'est plutôt que la taille, plutôt que le nombre de cellules, plutôt que le poids, c'est l'organisation. Et surtout, le fait qu'un cerveau humain n'existe pas. Pour être humain, nous sommes en interaction avec d'autres cerveaux. Et c'est dans cette interaction entre les êtres humains que notre cerveau s'humanise et réorganise ses circuits
l'acquisition du langage, l'acquisition des outils, la lecture, les mathématiques pour communiquer. Ouais. Et donc, notre cerveau a cette extraordinaire capacité d'évoluer par lui-même, d'évoluer au contact des autres et d'avoir cette plasticité continue tout au long de la vie. Alors, quand on fait quelques recherches sur le cerveau, qu'on lit un article ou évidemment votre livre, il y a des mots qui reviennent très souvent, c'est neurones, synapses. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Attendez, je vais essayer de retrouver. Astrocytes. Oui, les astrocytes. Vous êtes un spécialiste des astrocytes. Qu'est-ce que c'est que l'astrocyte? Alors, un neurone, on voit plus ou moins ce que c'est. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones, on peut dire ça? Voilà. Voilà. Et les astrocytes, c'est quoi? Alors c'est l'autre moitié du cerveau qui a été longtemps oubliée, niée. Et en fait, ce sont les cellules qui, au départ, donnent un peu le plan d'architecture. Ensuite, confinent, modèlent, sculptent les synapses, les règlent un peu comme un bouton plus fort, moins fort. Et quand il n'y a plus besoin pour remodeler le circuit, les boulottes et les excluent. Donc, au fond, c'est des partenaires indispensables des neurones qui fonctionnent dans des gammes de temps très différentes des neurones, mais qui ont toutes les fonctions, et même pire, puisque aujourd'hui, on découvre que toutes les maladies du cerveau, ou presque, sont des maladies de la cellule gliale. Alors, comment circule l'information dans notre cerveau? J'ai lu que c'était par impulsion électrique. Donc on a des petites impulsions électriques dans notre cerveau. Oui, il y a beaucoup de micro-courants électriques et ça fonctionne d'une cellule à l'autre d'abord par une sorte de morse, de code en fréquence. Et puis, à la synapse dont vous avez parlé, quand il faut sauter d'une cellule à l'autre, là, il y a une traduction de ces code morse en quantité d'une molécule qu'on appelle un neurotransmetteur. Et l'information saute ainsi d'une cellule à l'autre, mais entre-temps, la cellule qui reçoit l'information, elle fait un peu la synthèse de toutes les informations qu'elle reçoit, et donc l'information est modifiée, puis elle repasse, et c'est comme ça que les circuits se forment. Tout ça à la vitesse de la lumière, tout ça, ça se fait en permanence dans notre cerveau. 40 mètres par seconde, c'est pas mal. Dans d'autres cas, pour les astrocytes, seulement quelques millimètres par seconde. Donc il y a différents tempos dans notre cerveau. L'important, c'est que nous prenions le temps de laisser à notre cerveau le temps. Alors il y a plein de questions incroyables, fantastiques dans ce bouquin. Quelle est de quoi se nourrit le cerveau? De glucose, essentiellement, c'est de sucre? Au plan matériel, le carburant, c'est uniquement un sucre bien particulier qui est le glucose. Notre cerveau ne sait fonctionner qu'avec du glucose. Donc, il faut directement du glucose, ou il faut que le foie lui fabrique du glucose à partir des graisses ou à partir des protéines. En tout cas, il ne fonctionne qu'au glucose. Mais finalement, l'équivalent énergétique de 2 bananes par jour lui suffit. Donc, il est très économe. D'accord. Alors, il y a une expression, un concept dans votre livre qui est passionnant, que j'ignorais complètement, c'est ce que vous appelez le mode par défaut de notre cerveau. Et vous dites que c'est capital parce que c'est ça, en fait, qui détermine une sorte de carte d'identité de notre cerveau, notre empreinte cérébrale. Oui, comme je vous ai dit, le cerveau, il fonctionne tout le temps. Et donc, quand nous ne faisons rien, quand nous ne pensons à rien, eh bien, notre cerveau, lui, il travaille quand même. Ou quand on dort. C'est encore une autre activité du cerveau, le sommeil. Mais prenons l'activité éveillée où nous ne pensons à rien. Donc nous ne faisons aucune tâche, nous ne pensons à rien. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne, et il fonctionne selon un mode qu'on a appelé mode par défaut, parce qu'il n'y a pas de tâche. Et ce mode par défaut, si on l'enregistre, eh bien, non seulement c'est la façon dont notre cerveau prépare le temps d'après, mais c'est une carte d'identité, c'est une empreinte cérébrale qui permet de reconnaître les individus mieux que n'importe quelle autre manière de reconnaître les individus, mieux que le génome, mieux que évidemment que l'empreinte digitale. Voilà. Alors on peut dire aussi que le cerveau, c'est pas une tour de contrôle, c'est plutôt un coordinateur du corps. Oui, la séparation qu'on a toujours voulu faire entre le corps et l'esprit, ou entre le corps et le cerveau, non, il y a une unité. Le cerveau est en permanent dialogue avec le corps, il en reçoit des éléments. Et je cite cette phrase qu'avait déjà dit William James à la fin du 19e siècle. Il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », il faut dire « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ».
il y a tout un ensemble d'informations de notre corps qui mettent notre cerveau en éveil, qui le poussent à agir ou réagir. Et donc, on a une unité, bien sûr, du corps et de l'esprit. Alors, vous abordez plein d'autres questions dans le livre, par exemple les effets du vieillissement sur le cerveau. Plus on vieillit, moins notre cerveau est, j'allais dire intelligent, vous n'avez pas aimé le mot, mais disons, moins notre cerveau est comment dirais-je, comment on pourrait définir d'ailleurs les effets du vieillissement ? Écoutez, avec le vieillissement, on perd certaines cellules, on perd certaines propriétés de plasticité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les circuits se remodèlent. Mais à côté de ça, ce qui fait la capacité du cerveau, c'est la sélection des informations, la hiérarchisation. Donc, d'une autre manière, avec, on va dire, la maturité plus que le vieillissement, eh bien, il y a aussi certains domaines, la philosophie par exemple, dans lesquels les performances sont peut-être meilleures que plus jeunes. Alors, il y a un chapitre, enfin, plusieurs chapitres sur la mémoire, comment le cerveau stocke la mémoire, c'est passionnant. En tout cas, pas comme un disque dur. Et puis, la mémoire, c'est apprendre. Et apprendre, c'est répéter, mais c'est aussi effacer. Et il faut savoir effacer. Si on stockait tout, ça serait des grandes poubelles avec tout ce qu'on stocke sur nos disques durs et qui ne servent à rien. Et donc, la mémoire, c'est surtout un processus dynamique et un processus multiple. Même une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer vous en poser la question. est capable d'apprendre une nouvelle chanson. Elle ne retiendra jamais les paroles, mais l'air, au fur et à mesure, elle va le retenir, ce qui prouve que les mémoires sont diverses et distribuées, et que là encore, on est dans un univers très complexe. Alors, il y a plein de choses, il y a aussi, vous faites allusion à des œuvres d'art, il y a des artistes, des poètes, des écrivains, donc c'est un livre qui passe à la poésie, à la philosophie, et vous dites, notre cerveau doit imaginer l'autre pour le comprendre, c'est magnifique. C'est aussi une des manières dont fonctionne notre cerveau, c'est-à-dire qu'on est dans cette anticipation permanente de ce que l'autre va faire. Et pour cette anticipation, notre cerveau passe son temps à créer des scénarios. Qu'est-ce que l'autre va faire? Et d'une certaine façon, le présent pour notre cerveau, c'est la vérification de ce qu'il avait anticipé. C'est vrai, c'est pas très surprenant. C'est faux. Tiens, il faut éveiller la conscience parce que il faut que je rectifie le tir. Merci Hervé Genevès. Je rappelle le titre de votre livre, donc Notre cerveau, aux éditions L'Iconoclaste, un livre passionnant pour tous ceux qui s'intéressent au cerveau, à la façon... Et à être humain, à la façon dont nous sommes humains. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.